La prochaine intervention, c'est Juan Branco, qui est donc avocat et auteur de Crépuscule, qui est aussi distribué à l'entrée de la salle. Très ému d'être parmi vous et de voir qu'on est si nombreux à être essoufflés et fatigués de ce mouvement. Et c'est pas une blague, c'est quelque chose de très très sérieux parce qu'on est à un moment de rupture très important pour le pouvoir, mais pas pour nous, qui vient de griller sa dernière cartouche, enfin l'avant-dernière, qui était le grand débat, qui s'apprête à en griller une dernière, qui est les conséquences qui vont être prises. Les décisions qui ont été prises suite à ce grand débat, et qui va essayer de jouer les prolongations après avec les élections européennes, où on va essayer de mettre en scène une sorte de reprise en main de l'espace démocratique, et de nous montrer qu'en fait tout allait bien et qu'il n'y avait plus de problème. Donc voir qu'on est si nombreux en fait à se désolidariser de cette petite mécanique qu'entretiennent un certain nombre de médias, pour ne pas dire la totalité, en complicité avec ce pouvoir, en acceptant notamment le fait d'avoir appelé pendant 3 mois cette organisation de meeting de propagande un débat, je pense que c'est un premier signal qui est envoyé qui est extrêmement fort. Le second, c'est celui de savoir qu'avec les élections européennes, on a peut-être quelque chose qui ressemble à une deadline. C'est-à-dire que c'est peut-être le dernier moment que l'on devrait se fixer pour réussir à obtenir des résultats, et des résultats majeurs pour notre mouvement. D'ici là, il y a quelques dates importantes. Moi, je vais me concentrer sur une seule parce que j'ai vu sur Facebook qu'elle a intéressé un certain nombre de personnes, c'est le 1er mai. Le 1er mai, il y a un certain événement sur Facebook, je vais vous dire le nom tout de suite, qui a attiré plus de 7000 personnes intéressées et plus de 2000 participants déjà, qui est un événement qui devrait nous inquiéter et quelque part nous intéresser, qui s'appelle Paris, capitale de l'émeute. Alors j'aimerais vraiment vous inciter à réfléchir à ce que ça implique, que dans un contexte de répression extrêmement violente contre un mouvement social, dans lequel on a vu des personnes être mises en garde à vue parce qu'ils avaient fait des commentaires qui semblaient ambigus ou de soutien un peu trop exacerbés à des formes d'expression politique qui ne seraient pas tolérées par notre régime actuel, pardonnez-moi la circonvolution, on voit qu'il y a 9000 personnes qui prennent le risque pénal de montrer leur soutien à un événement majeur avant même de s'engager physiquement, de prendre le risque de manifester, de s'engager, y compris pacifiquement lors de ce jour-là, et de montrer quelque part leur détermination massive à provoquer une bascule dans ce pays, y compris sous une forme révolutionnaire. Et j'ai envie qu'on prenne le temps d'intégrer en fait cette donnée majeure à un moment qui pouvait sembler en fait être la mise en place d'un étouffoir définitif qui aurait pu durer 10, 20, 30 ou 40 ans, que l'on nous promettait, que les hommes politiques qui nous dirigent, les médias qui les commentent et qui tentent de nous réguler, voire juguler, et l'ensemble de cette classe dirigeante et dominante avaient enfin réussi à mettre en œuvre. Il y a aujourd'hui, déjà sur une plateforme virtuelle, 9000 personnes qui prennent le risque de défier l'ordre juridique de notre pays pour montrer leur volonté de s'engager par leur corps pour provoquer une bascule politique. À partir de cet élément-là, la question qui se pose est double. D'abord, la conscientisation de nos élites, entre guillemets, du fait que cette bascule est proche. Et que si cette bascule intervenait sous la forme qu'ils souhaitent lui donner, parce que c'est eux qui, à force de silence, c'est eux qui, à force d'indifférence, amènent à cette radicalisation et à cette violence naissante, s'ils cherchent cette confrontation, il est probable qu'ils la trouveront. Peut-être pas de notre part, peut-être pas de la part de tous ceux qui sont dans cette salle, mais en tout cas de plusieurs milliers de personnes qui considèrent que la farce est allée trop loin et que nous sommes arrivés à un point de rupture auquel ils sont prêts à se rendre, qu'il y ait armée ou police, LBD ou matraque pour les accueillir et éventuellement les massacrer. Ça, c'est la première étape. Qu'ils comprennent que cette impunité, cette ère d'impunité qui leur a permis, ces dernières années en particulier, ces 15 dernières années, de piller en toute impunité, de s'accaparer un système qui était censé contrôler leurs excès, est en train d'arriver à sa fin. Et j'aimerais envoyer un message, parce que je vois qu'il y a plusieurs caméras, je ne sais pas s'il y a des médias institutionnels qui nous font pour la première fois l'honneur de leur présence,
notamment au premier d'entre eux, non pas Emmanuel Macron, mais Édouard Philippe, que j'attends en prison, et très rapidement. Lui qui a menacé Maxime Nicole et Éric Drouet. Lui qui a menacé Maxime Nicole et Éric Drouet d'emprisonnement. Lui qui a fait activer un appareil judiciaire pour la première fois via un ordre directement politique afin de faire taire des opposants politiques. Lui qui a instrumentalisé la justice et la police afin d'intimider un mouvement social en montrant qu'il n'y comprenait rien, en pensant que c'était Éric et Maxime qui étaient la seule cause de notre présence ici, en ne comprenant pas qu'il y avait des violences dans ce pays si extrêmes qu'elles faisaient que des personnes étaient prêtes à risquer leur vie pour défendre leurs idées et en effet provoquer une bascule. Eh bien cet individu qui a voulu jouer d'appareils que l'on a mis des siècles à construire, qui nous appartiennent, qui ne doivent avoir qu'un objectif, défendre l'intérêt commun. Eh bien cette personne-là, elle va connaître quelque chose dans sa vie à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle va connaître non pas la fureur, mais au contraire la calme et froide reprise en main par un appareil de justice que nous allons reconstruire dans la société qui vient, et qui va l'amener à s'expliquer notamment pourquoi cet individu qui appartenait au grand corps de l'État, qui avait obtenu la confiance du peuple en obtenant un mandat électif, a décidé en 2007 de se corrompre, et j'utilise ce terme dans Crépuscule, de se prostituer, en se mettant au service d'une entreprise parapublique, Areva, au moment où Areva était en train de faire naître l'un des plus grands scandales de notre temps, l'affaire Uramine, qui ferait perdre 4 milliards d'euros aux contribuables français, provoquerait le licenciement de 3000 personnes et la quasi-faillite, non seulement d'Areva, mais aussi d'EDF. Et je vais vouloir demander à cette personne pourquoi, alors qu'elle disposait d'un salaire important, qu'elle avait un mandat électif, cette personne a décidé de se mettre au service de cette entreprise pour faire taire les poursuites judiciaires, pour faire taire les potentielles ripostes politiques qui viendraient mettre fin à ce scandale, à ce détournement de fonds qui a provoqué ces dégâts massifs. Pourquoi cette personne a accepté ce poste de directeur des affaires publiques, c'est-à-dire de lobbying, et quel rôle il a joué dans l'étouffement de cette affaire pendant cette période-là. Je lui demanderai aussi, à cette personne qui se drape de dignité, à cette personne qui a encore une fois voulu écraser par la violence des milliers de manifestants, car c'est sa responsabilité en tant que Premier ministre. Les 9000 arrestations arbitraires, les 3000 arrestations qui ont touché des lycéens en décembre par peur que le mouvement se propage, les événements de Mantes-la-Jolie, les éborgnements, les mutilations, les violences volontaires aggravées en bande organisée. Car ces personnes ont eu des instructions. Et lorsque l'on parle de violence policière, n'oubliez jamais que la question n'est pas la police, mais la volonté politique de ce gouvernement d'utiliser la police pour nous étouffer. Eh bien, cette personne-là, qui a utilisé l'appareil de l'État à une seule fin, son intérêt politique, après avoir utilisé les réseaux et les ressources que l'État lui avait données, afin de gagner de l'argent, quitte à pour cela se corrompre, quitte à pour cela corrompre, car évidemment, Édouard Philippe avait été recruté chez Areva, du fait de ses réseaux au sein de l'État, du fait des réseaux qu'il avait au sein de sa famille politique, à l'époque l'UMP, que l'on a dû renommer des Républicains en espérant que cela effacerait des traces du passé. Eh bien, cette personne-là, j'espère qu'un jour elle payera. Parce qu'au-delà de cet événement, au-delà de sa corruption avec un cabinet d'avocats international auprès de qui il avait fait exactement la même chose, cette personne-là a été récompensée par un système qui ne visait qu'une chose, en fait, la reproduction des intérêts, de ces intérêts que j'ai décrits dans Crépuscule et qui ont amené au pouvoir une personne qui est responsable de la perte de liberté, d'intégrité physique et de vie de beaucoup de personnes dans notre pays. Et je voudrais, sans m'étendre, juste vous assurer que les élections européennes, cette parodie démocratique, cette parodie d'élection qui n'a qu'un objectif, permettre aux partis politiques institués au sein du système de faire élire des personnes qui deviendront leurs notables, d'obtenir des ressources qui leur permettront par la suite de préparer leur course de petits chevaux, qui les amèneront à présenter leurs petits candidats en 2022, en faisant les compromissions nécessaires avec les médias mainstream qui font que vous arrivez à passer sur France Inter, sur la matinale, parce que vous avez un discours qui n'est pas trop en rupture avec l'ordre établi, etc., etc.
Il nous faut absolument passer au-delà. Car nous avons aujourd'hui une chance historique dans ce pays, c'est d'avoir une masse suffisante qui nous permet de provoquer une bascule démocratique qui nous empêche en 2022 de nous retrouver tributaires d'un seul homme, quel qu'il soit, quelle que soit sa sainteté, dans lequel on devrait à nouveau mettre tous nos espoirs. On a aujourd'hui la possibilité de récupérer notre souveraineté, au sens noble du terme, de provoquer cette dernière étape de démocratisation dont a besoin le pays, après l'institution de la démocratie bourgeoise de 1789, dans lequel nous aurons la capacité directement, et non pas à travers des représentants que nous aurions élus, de peser sur les décisions qui nous concernent, d'empêcher que des affaires comme les aéroports de Paris, l'affaire Uramine et bien d'autres interviennent au bénéfice de quelques-uns. Et il nous faut lutter, et il va nous falloir beaucoup sacrifier pour obtenir ce droit, pour faire vivre cet espoir qui fera que nous ne nous retrouverons pas écrasés en 2022, encore une fois, non seulement par quelqu'un qui nécessairement nous trahira, parce qu'un corps ne sera jamais suffisamment fort pour résister à l'ensemble des pressions et systèmes de pouvoir qui se sont institués au fil des temps dans ce pays, mais aussi, et plus probablement, car il faut en être conscient, résister à la pression médiatique qui fera que ce ne serait pas cette sainteté à laquelle on aspire qui nous représentera, mais probablement Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc on est face à peut-être une dernière chance. Parce qu'évidemment, ce mouvement, en effet, s'use. En effet, nous fatigue. En effet, fait que nous nous retrouvons dans une situation de plus en plus complexe et de plus en plus difficile. Et si ce gouvernement, et si ce pouvoir politique, parce qu'il est trop corrompu, parce qu'il est trop intéressé dans la défense de ses intérêts, ne nous lâche pas les concessions que nous leur demandons, qui ne seraient qu'une première étape vers un renouvellement démocratique, mais qui nous permettrait, à travers le référendum d'initiative citoyenne et à travers quelques autres dispositifs, d'enclencher cette rénovation, eh bien je pense, et j'en suis convaincu, et je vous le dis avec le sérieux qu'il le faut en ces circonstances, qu'il nous faudra l'arracher. Et que pour l'arracher, il nous faudra prendre des risques. Et j'espère que les personnes qui sont ici aujourd'hui ont conscience qu'à un moment donné, leur sera demandé ce sacrifice en puissance, que j'espère nous n'aurons pas à faire, mais que s'ils nous mettent dans la situation et dans l'impossibilité de faire autrement, se posera à nous. Et cette question qui se posera à nous, nous avons quelques semaines pour nous y préparer, pour nous demander si le moment venu, nous serons prêts à le faire ou pas. Et je vous demande à tous vraiment d'intégrer cette solennité quelque part. Je suis désolé de le faire peut-être, de casser l'ambiance de façon un peu brutale, mais je vous demande d'interroger parce qu'encore une fois, l'excitation dans laquelle vit notre pays, avec cette parodie, cette sélection électorale, etc., il nous faut nous en détacher, prendre conscience de l'historicité de ce moment, et on a l'opportunité de la mettre en œuvre. On va avoir besoin chacun les uns des autres, parce qu'il y a des personnes ici qui ont des familles, qui ont des travaux, qui ont des positions qui font qu'ils ne peuvent pas être dans une position d'exposition. Mais il y en a parmi nous qui ont cette chance-là. La vie leur a donné cette chance-là. Le système leur a donné cette chance-là. À force de les écraser, de les réduire à néant, de les mettre dans une précarité telle qu'ils n'ont peut-être même pas le choix. Eh bien, je vous demande, ceux qui n'ont pas ce choix-là, de se tenir derrière ceux qui auront ce choix-là. Et ceux qui pourront justement prendre ce risque-là. À nous de nous organiser, de prendre le temps dans les semaines qui viennent, de préparer ce moment, d'envoyer un message à ce gouvernement pour qu'il prenne conscience que ce n'est pas l'apparat de réponse démocratique qui est en train d'être en place qui suffira, qu'il y a besoin en France d'une rupture radicale et que de toute façon, ils finiront là où j'ai annoncé parce que ces personnes-là méritent cette prison qu'ils nous ont promis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérôme Rodriguez, d'être ici. Merci à vous, ça fait toujours autant plaisir et je reste persuadé que c'est le meilleur médicament qu'on puisse recevoir.
justement, je vais sortir un petit peu de ce contexte-là de l'Europe, et j'y reviendrai dans 2 minutes. Justement, ce médicament, aujourd'hui, que vous me faites bénéficier de par votre soutien ou des applaudissements, quand vous avez l'occasion de me voir, ou des échanges qu'on peut avoir, j'aimerais, avec le cœur, faire aussi profiter une autre personne qui se trouve aujourd'hui présente dans la salle, malheureusement, qui a été aussi peinée et blessée dans son âme la plus profonde de par les violences policières orchestrées par le gouvernement. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir dans cette salle la fille de Zineb, cette personne qui a été tuée. Voilà, c'est un bon projet. Voilà, donc justice pour Zineb, pour l'ensemble des blessés. Moi je n'ai malgré tout perdu un œil. Elle a perdu sa maman et ça m'attriste plus que mon propre cas. Et voilà, en tout cas, courage à toi et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger d'ici quelques minutes. L'indifférence complète que ce gouvernement a à votre égard, à notre égard, mais aussi à une quelconque forme de mouvement que l'on pourrait enclencher dans les élections qui viennent, me pousse à vous redire l'importance de l'indifférence que l'on doit leur rejeter pour ces élections-là. Je ne vais pas, et c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans un débat avec Jérôme sur s'il faut voter ou non. Je ne veux pas que l'on s'use sur la question des européennes. Il nous faut enjamber cette question. Il nous faut tout simplement leur envoyer l'indifférence qu'ils nous renvoient depuis des mois, avec leurs opérations de propagande, avec ces élections qui, encore une fois, amènent à élire quelques dizaines de députés, 70 députés sur plus de 800, qui n'ont même pas la possibilité de proposer des lois. Et pour lesquelles, lors de ces élections, de toute façon, il y aura quelque chose qui s'appelle le socle bourgeois, qui se mobilisera et qui assurera à Macron, quel que soit notre degré de participation, 20 à 22%, c'est-à-dire la première ou la deuxième ou la troisième place, c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, pas un effondrement. Donc si l'on veut s'assurer une victoire, la seule façon de le faire, c'est se désengager, de continuer cette lutte usante et terrifiante que l'on a commencée depuis 4 mois et qui est la seule à même de lui arracher quelque chose. À travers cette élection, nous n'obtiendrons rien, nous le savons. Et donc à partir de là, pourquoi d'une part se diviser? C'est là où je dis l'indifférence, quel que soit votre choix, il n'y aura aucun choix condamnable, mais d'autre part, cessons d'en parler et continuons à parler de nous et de notre organisation, de notre capacité à provoquer cette bascule à laquelle je répète. Merci.